Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On va conclure aujourd'hui notre série d'entretiens qui vise à mieux cerner la stratégie de Donald Trump en matière de politique étrangère. On va aujourd'hui aux États-Unis donc retrouver un expert qui connaît parfaitement bien les rouages de la nouvelle administration républicaine et qui va nous livrer donc sa vision, j'allais dire, de l'intérieur du camp Trump. Un point de vue qui est d'ailleurs assez rare, il faut bien le dire, et c'est pourquoi nous sommes heureux de retrouver aujourd'hui Guy Millière. Bonjour Guy Millière. Bonjour. Vous connaissez bien donc cette nouvelle équipe. Vous avez vous-même rencontré d'ailleurs à plusieurs reprises le président américain. Donald Trump a mauvaise presse en Europe, en France en particulier. On s'attache, on le sait, à Mosaïque, davantage sur le sens de l'actualité que sur les jugements ou sur les personnes ou sur les événements. Donc, quoi qu'on pense du personnage et de sa façon d'agir, vous vous soutenez qu'il a une vision claire, une vision cohérente de la politique qu'il entend mener. De quelle manière, donc, envisage-t-il les relations internationales et le rôle aussi des États-Unis dans le monde, Guy Millière? Je dirais que Donald Trump n'est pas du tout celui que l'on décrit dans les grands médias français, où on croirait que quasiment tous les journalistes, à trois ou quatre exceptions près, sont atteints de ce qu'on appelle aux États-Unis le dérangement mental anti-Trump. Dès que Trump décide de quelque chose, dès qu'il fait quelque chose, c'est négatif. On dit sans arrêt aussi dans le contexte français qu'il est imprévisible, ce qui est complètement faux. Il est tout à fait prévisible et je dirais que tout au long de la campagne électorale de l'an dernier, il n'a pas cessé d'expliquer ce qu'il entendait faire et comment il entendait le faire. Et il l'a exposé dans toutes ses réunions publiques, dans toutes ses interventions télévisées. Alors, qu'entend-il faire précisément? Il entend rétablir les États-Unis. On ne le dit pas concrètement dans le contexte français, on en parle très très peu, mais sous l'administration Biden, les États-Unis ont subi des détériorations extrêmement importantes. Des détériorations en matière économique. L'administration Biden a dépensé des milliers de milliards de dollars pour quasiment rien, ou pour des lubies écologistes pour l'essentiel, ou pour remplir les caisses du Parti démocrate et de différentes de ses associations par l'intermédiaire par de USAID. Et outre cela, comme il fallait financer tout cela, l'administration Biden a fait tourner la planche à billets, fait des emprunts. Et quand on fait tourner la planche à billets et que la production de monnaie est plus importante que la croissance du produit intérieur brut, on produit de l'inflation. Et donc il y a eu une inflation très forte aux États-Unis, inflation renforcée par le fait que l'administration Biden a fermé une partie importante de la production de pétrole américaine. Et donc, pour beaucoup de familles américaines, pour toutes les familles de la classe moyenne et a fortiori pour les plus pauvres, l'inflation a eu des conséquences très douloureuses. Je dirais qu'il y a eu une perte de pouvoir d'achat très importante. Donc, Voilà, ça explique bien effectivement l'élection de Trump aussi qui a joué là-dessus. Mais en matière de politique étrangère, oui, est-ce que vous pouvez nous donner la clé qui permet bien sûr, bien sûr. de décrypter ce retour de l'Amérique? J'allais y venir, mais je disais que sa priorité, c'est ça qui a fait voter les électeurs en sa faveur, c'est la situation intérieure du pays d'abord. Et pour la situation intérieure, c'est connecté d'une certaine manière à la politique étrangère. Il y a eu aussi l'ouverture quasiment complète de la frontière sud des États-Unis, qui a fait rentrer à peu près 15 millions d'immigrants illégaux. Parmi ces immigrants illégaux, il y a beaucoup de latino-américains, de Mexicains, mais il y a aussi des Chinois dans les âges de 20-30 ans. Il y a aussi des anciens terroristes islamiques qui ont pu rentrer comme cela. On sait qu'ils sont rentrés dans le pays, on ne sait pas où ils sont passés. Donc cette politique a eu des conséquences potentiellement graves auxquelles on peut ajouter l'entrée massive de drogue et de produits frelatés comme le fentanyl qui fait entre 70 et 80 000 morts par an aux États-Unis. Et le fentanyl vient de Chine. C'est la Chine qui fabrique ça, qui envoie ça aux trafiquants de drogue qui sont dans le contexte du Mexique, qui sont au Mexique. Il y a des cartels de la drogue au Mexique qui font passer ça à l'intérieur des États-Unis. Et ces cartels ont été très, très enrichis sous Joe Biden par le passage d'immigrants illégaux et par le passage de drogue, dont le fentanyl. Et bon, sur le plan de la politique étrangère, Donald Trump considère que Biden a créé un véritable désastre. Biden a
enrichi considérablement au Proche-Orient le régime iranien, la République islamique d'Iran. La République islamique d'Iran a touché à peu près 100 milliards de dollars pendant les années Biden. Cet argent a servi à financer le Hezbollah, les milices houthis au Yémen et le Hamas. Et je dirais que cet argent a une responsabilité, et donc la République islamique d'Iran a une responsabilité, et au-delà de l'administration Biden, dans les atrocités absolues qui ont été commises le 7 octobre 2023 en Israël. Et Israël, après, a dû mener la guerre contre le Hamas à Gaza. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que pendant cette guerre, non seulement l'administration Biden a freiné les livraisons d'armes, mais en plus, elle a continué à envoyer de l'argent au Hamas. Et une partie de cet argent est passée par l'USAID. Et bon, les milices houthis ont aussi tiré sur Israël parce qu'elles avaient beaucoup de moyens. Elles ont bloqué le commerce maritime, le passage de bateaux dans la mer Rouge et donc dans le canal de Suez. Et le Hezbollah a été aussi considérablement renforcé, ce qui a eu de très lourdes conséquences pour le Liban, mais aussi pour Israël, puisque ça a fait que la population du nord d'Israël a dû se replier plus au sud. Et beaucoup de gens ne sont toujours pas rentrés chez eux, beaucoup de gens qui vivaient dans le nord d'Israël. Donc pour cette région, je dirais que l'administration Biden a créé un véritable désastre d'autant plus grave qu'à la fin de la première présidence Trump, la République islamique d'Iran était asphyxiée, elle était exsangue et elle risquait fort de tomber. Et donc, Passons maintenant peut-être à oui. justement comment Trump compte s'y prendre lui par rapport Oui, à une fois oui, qu'on tout à a fait. dit d'où on Après, partait. après, je parlerai de l'Ukraine, je parlerai de la Chine, Oui, parce oui, que oui. sur tous les plans, il y a un désastre Biden qui s'est accompli sur la surface de la planète. Alors pour ce qui concerne la bande de Gaza, le projet de Trump est tout à fait clair. Le projet de Trump, c'est dans un premier temps, et on est encore pour le moment dans ce premier temps, d'obtenir la libération d'un maximum d'otages et d'obtenir cette libération par une pression intense sur le Hamas. Et donc cette libération est en cours et je dirais qu'à un moment donné, ça ne sera plus tenable, il faudra passer à une autre étape. Et Trump est partisan de la destruction du Hamas, sauf si les gens du Hamas acceptent de déposer les armes et de quitter totalement la bande de Gaza. Et une fois que cela sera fait, donc il y a un choix qui sera aux mains du Hamas, il pourra choisir entre partir en déposant les armes ou mourir en martyr et rejoindre les 72 vierges qui sont censées attendre chacun des combattants, chacun des djihadistes du Hamas. Donc il y aura ce choix. Et après cela, le but de l'administration Trump, c'est de faire partir la population de Gaza et de reconstruire Gaza. Et ensuite, des gens de Gaza pourront revenir à condition qu'il n'y ait pas de lien avec des organisations terroristes, et sinon Gaza sera administré en partenariat entre les États-Unis et Israël. Alors on dit beaucoup dans le contexte français, j'arrête pas de voir cela, qu'on veut déporter la population de Gaza, que c'est absolument abominable. Il importe de savoir, ce qui n'est quasiment jamais dit dans le contexte français, que la population de Gaza, en une importante proportion, ne demanderait pas mieux que de quitter la bande de Gaza. Des sondages, des enquêtes ont été faites par des instituts palestiniens, entre guillemets, donc ce pas des instituts israéliens, qui montrent que chez les gens âgés de plus de 30 ans, il y a plus de 30% de la population de Gaza qui veut quitter Gaza. Et chez les gens moins âgés, chez les gens plus jeunes, la proportion dépasse 50%. Donc je dirais que les gens qui vivent dans la bande de Gaza en majorité maintenant veulent partir. Au moins la moitié veut partir. Encore Et faut-il, Guy Billière, que Washington soit en mesure de convaincre, par exemple, le Caire ou Amman, les Égyptiens, les Jordaniens, d'accueillir ces populations qui souhaiteraient quitter la bande de Gaza.
Oui, tout à fait. Mais je dirais que en termes de droit international, de toute façon, il importerait de regarder les choses en face. L'attitude de l'Égypte est inadmissible. On n'a pas à maintenir de force une population qui veut partir en bloquant la frontière. Donc l'attitude de l'Égypte n'est pas une attitude tenable. Et je dirais que la décision qui a été prise récemment, enfin le plan qui a été proposé par l'Égypte au monde arabe, qui coûterait, je crois, 53 milliards de dollars et qui serait censé permettre la reconstruction de la bande de Gaza en laissant la population à l'intérieur est un plan qui n'a aucune chance de marcher parce que ce plan n'obtiendra aucun financement. Personne, y compris l'Arabie saoudite et les Émirats du Golfe, ne va financer la reconstruction d'un endroit où le Hamas restera en place et où tout ce qui sera reconstruit pourrait être démoli très rapidement. Donc c'est un plan C'est un qui est... plan soutenu aussi par les Européens, enfin par Oui, beaucoup ben justement, d'Européens, et dont la les France. Européens ont une La attitude France. honteuse, et je dirais qu'il importerait de dire que pendant des années, on a dit Gaza est une prison à ciel ouvert, et on a incriminé Israël par rapport à cela. Israël maintient sa frontière avec Gaza fermée pour une raison évidente. On a vu ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, quand des gens ont réussi à franchir la frontière. Ça a donné un massacre absolument atroce et innommable, un massacre abject. L'Égypte, par contre, ne risque pas un massacre des Égyptiens, mais l'Égypte maintient hermétique sa frontière avec Gaza. Et du côté de l'Égypte, cette position est absolument intenable. Alors, est-ce que Trump parviendra à convaincre l'Égypte ou la Jordanie? Je dirais que Trump a des arguments qui peuvent être convaincants. Trump est à la tête d'une administration et d'un pays qui finance très très largement l'Égypte et la Jordanie. Il y a à peu près 2 milliards de dollars donnés chaque année à l'Égypte, 2 milliards de dollars qui sont donnés à la Jordanie. La Jordanie est dans un état économique extrêmement précaire et sans cet argent américain, l'économie de la Jordanie pourrait s'effondrer. Pour ce qui concerne l'Égypte, l'Égypte est aussi dans une très mauvaise situation économique parce qu'une bonne partie des revenus de l'Égypte ces dernières années venaient du canal de Suez et dès lors que la circulation dans le canal de Suez est entravée par les actions des milices houthis au Yémen, les revenus de l'Égypte ont fortement diminué. Donc l'Égypte aurait plutôt intérêt à ne pas se couper des moyens de financement américains, sinon il pourrait y avoir de lourdes conséquences pour elle. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent financer l'Égypte en dehors des États-Unis. Je dirais que l'Arabie saoudite n'en aurait pas les moyens et je ne doute pas, je ne suis pas du tout certain que la Chine serait prête à le faire vu les problèmes intérieurs que la Chine a aujourd'hui. Donc Trump a des moyens de pression et il y a des contacts qui sont pris avec d'autres pays pour accueillir des habitants de Gaza. Et il y a une multitude de pays qui disent on a besoin de travailleurs. Ça va jusqu'au Chili en Amérique du Sud. En Europe, il y a l'Albanie qui demande cela. Il y a des pays d'Afrique qui sont prêts aussi à accueillir des gens. Donc si les pays sont prêts à accueillir des habitants de la bande de Gaza et que ces habitants veulent partir, qu'est-ce qui fait obstacle? Les positions de la Ligue arabe qui veut garder les habitants de Gaza prisonniers pour en faire des instruments, des animaux sacrificiels dans leur espoir de nuire à Israël, c'est le seul motif. Et que les pays européens soutiennent ces positions est contraire aux principes les plus élémentaires des droits de l'être humain. L'Europe prend des positions contraires aux droits de l'être humain et s'aligne sur les positions de la Ligue arabe. Nous allons reprendre dans quelques instants le fil de cet entretien, quelques petites secondes, le temps de vous rappeler que notre chaîne est totalement indépendante et n'existe que grâce à votre soutien. Si vous souhaitez donc nous aider à nous développer, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo et qui vous mènera jusqu'au site Buy Me a Coffee où vous y trouverez plusieurs options pour soutenir la chaîne Mosaïque. Merci vraiment à toutes et à tous. Et nous reprenons donc maintenant notre entretien. Voilà pour Gaza. Bon, on peut dire un mot peut-être aussi de l'autre front qui nous occupe, le nucléaire iranien. Alors là, il semble que le président Trump veuille tenter une phase de négociation. Est-ce que vous pensez que ces négociations peuvent aboutir? Apparemment, les Iraniens répondent qu'ils ne veulent pas négocier. Et sinon, est-ce que nous allons vers une intervention américano-israélienne, on va dire, ou israélo-américaine? Je pense qu'on va vers une intervention israélienne soutenue par les États-Unis. Les États-Unis n'interviendront pas directement, mais ils soutiendront une intervention israélienne. Et je pense que si effectivement les autorités iraniennes maintiennent cette position de refus de dialogue,
c'est ce qui se produira. Je ne sais pas dans quel délai, je ne suis pas dans les secrets militaires de l'armée israélienne, mais je pense que c'est inéluctable. Il est hors de question pour Israël de laisser l'Iran accéder à l'arme atomique et il est hors de question pour l'administration Trump de laisser l'Iran accéder à l'arme atomique. Ça a été dit par Mike Waltz, ça a été dit par Marco Rubio et ça a été dit par Donald Trump. Comment vous expliquez, Guy Millière, le rapport très empathique, hein, on le voit, de Donald Trump avec Israël, avec les Juifs en général? Je dirais que c'est une vieille tradition dans la famille Trump. Je dirais que le père de Donald Trump avait déjà soutenu, il était très philosémite, il a reconstruit des synagogues, il a combattu l'antisémitisme, et donc Donald Trump a baigné dans cela dès sa jeunesse, et Donald Trump a toujours été très très proche de la cause juive et très proche de la cause israélienne, ceci depuis le début de sa carrière. Donald Trump n'insiste jamais sur ses actions humanitaires. On le présente comme ce qu'il n'est pas du tout, comme quelqu'un qui est cynique, grossier, violent. C'est quelqu'un qui a l'habitude de diriger et donc de trancher pour décider. Donc c'est quelqu'un qui est le chef. Et je dirais que si vous êtes en sa présence, il n'y a pas besoin qu'il parle, même vous le sentez qui est le Oui, chef. on l'a bien Euh, vu pendant cette fameuse vidéo avec Zelensky. ah Justement, oui, cette entente renforcée aujourd'hui entre Israël et l'Amérique, est-ce qu'on peut imaginer que surgissent des divergences, malgré tout, divergences d'intérêts, et certains Israéliens, en voyant cette altercation donc dans le bureau ovale entre Zelensky et Trump, se demandaient si le scénario ne pouvait pas, après tout, se renouveler un jour avec Netanyahou à la place du président ukrainien? non, parce que je dirais que Binyamin Netanyahou est un grand homme d'État, c'est un grand diplomate, c'est l'un des plus grands hommes d'État de l'époque contemporaine à mes yeux, et jamais Binyamin Netanyahou ne se conduirait avec la grossièreté qui était celle de Zelensky à la Maison-Blanche. L'attitude de Zelensky à la Maison-Blanche était sans précédent. Je dirais que Netanyahou a été confronté à Biden et à l'administration Biden. Et l'administration Biden, à la différence de Trump vis-à-vis de Zelensky, était une administration hostile. Et donc, Netanyahou s'est trouvé confronté à cette hostilité. Jamais il n'a été cassant, jamais il n'a fait des remarques désobligeantes comme celles que Zelensky a fait à l'intérieur de la Maison-Blanche. Sinon, il aurait été mis à la porte de la Maison-Blanche. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis, telle que je peux la connaître, que quelqu'un se fait mettre à la porte de la Maison-Blanche. Et il y a des choses qui n'ont pas été beaucoup dites en France, mais à un moment donné, en répondant à J.D. Vance, Zelensky a employé des mots très grossiers à l'égard de J.D. Vance en russe. Il les a prononcés en russe. Mais je dirais, quand vous traitez quelqu'un de fils de prostituée, disons les choses d'une manière plus polie, et que la personne peut avoir des traducteurs, il ne faut pas s'attendre à être en odeur de sainteté auprès du vice-président et du président. Voilà, ce n'est pas l'interprétation qu'on a donnée effectivement en France, où on a trouvé très choquant l'attitude de Trump, en revanche, vis-à-vis, et du vice-président, vis-à-vis du Oui, mais président ukrainien. en France, on retient que les 7 ou 8 dernières minutes de l'entretien. L'entretien a duré presque 50 minutes. Et pendant 40 minutes, Donald Trump n'arrête pas de faire l'éloge des soldats ukrainiens, l'éloge du courage de la population ukrainienne et l'éloge du courage de Zelensky. Et très souvent, celui-là, il lève les yeux au ciel. Quand Donald Trump dit il y a beaucoup de destruction en Ukraine, Zelensky lui répond non, non, il n'y a pas tant de destruction que ça, tout va bien. Mm. Des paroles comme ça. Il le contredit même sur des points où Donald Trump se montre compassionnel vis-à-vis des Ukrainiens. C'est quelque chose que on n'a pas dit dans le contexte français, mais dans le contexte américain, ça a choqué énormément de gens. Et l'attitude de Zelensky, les yeux au ciel quand Trump dit cela, l'insulte qu'il a pu prononcer, le fait qu'il ait les bras croisés, et son attitude aussi. On n'a pas les bras croisés d'un air de défiance vis-à-vis du président des États-Unis, surtout vis-à-vis de Donald Trump. Peut-être vis-à-vis d'un président plus faible, mais c'est pas du tout le genre de choses que Donald Trump peut Alors, apprécier. parlons donc de l'Ukraine quand même, pour terminer. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Donc, Trump tente de ramener un cessez-le-feu ou la paix, peut-être. Oui, Quelle est sa méthode là?
Ben, sa méthode, c'est effectivement de faire pression pour parvenir à un cessez-le-feu d'abord et ensuite à un accord de paix. Et je dirais que quand je vois que la façon dont on parle de l'Ukraine dans le contexte français, à de rares exceptions près, on est dans l'utopie complète. Il importe de voir déjà la disparité des forces. D'un côté, il y a un pays qui avait 42 millions d'habitants et qui maintenant n'a plus que 30 millions d'habitants sur son sol. De l'autre côté, il y a un pays qui a 140 millions d'habitants. Donc la disproportion de population est très grande et je dirais que la réserve d'hommes n'est pas la même dans les deux cas. Si vous avez 800 000 pertes du côté ukrainien et 800 000 pertes du côté russe, je dirais que ça n'a pas les mêmes conséquences sur la population. La population ukrainienne a souffert énormément. Il y a toute une génération d'Ukrainiens qui ont disparu et ça va avoir des conséquences sur la natalité, sur la population ukrainienne au-delà de cela. Il y a des destructions immenses en Ukraine actuellement et je dirais que tout cela vient de la politique qui a été menée pendant l'administration Biden aussi. On n'arrête pas de dire on a soutenu l'Ukraine. On l'a soutenu d'une manière très modérée. Je dirais que si on regarde les livraisons d'armes qui ont été faites pour le monde occidental à l'Ukraine, tout a été fait en trop petite quantité et trop tard. Et la conséquence de cela, c'est que les zones que la Russie tient sont séparées du reste de l'Ukraine par une ligne de démarcation fortifiée. Donc il est impossible pour l'armée ukrainienne de reprendre les territoires du Donbass et de reprendre la Crimée. C'est un fait concret. C'est Donc un fait. devant ce fait-là, c'est ce qui amène Trump à dire on arrête et on fait des concessions à Moscou. Oui, c'est ça. Je dirais que on ne critique jamais Biden dans le contexte français. Bon, Biden est très fortement critiquable. Biden est quasiment sacro-saint, comme à son époque l'avait été Barack Obama. Donald Trump récolte la situation, hérite de la situation que lui a laissée l'administration Biden. Et c'est une situation absolument désastreuse avec d'énormes destructions en Ukraine, avec une Ukraine qui n'est plus en position de gagner. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe sur le front? L'armée ukrainienne recule sans arrêt. L'armée ukrainienne est en train de perdre. Donc le discours de Trump consiste à dire on arrête les dégâts. La Russie est en position de force et si rien n'est arrêté, la Russie va gagner la guerre et ce sera bien pire pour l'Ukraine. Et il n'y a strictement aucune possibilité d'arrêter cela, sauf si les pays occidentaux décidaient, surtout l'armée américaine, d'intervenir directement contre la Russie. Mais si c'est le cas, ça va conduire à une guerre mondiale, parce que dans ce cas-là, si les États-Unis attaquent directement la Russie, je ne parle pas des armées européennes parce qu'elles sont quasiment inexistantes aujourd'hui, si les États-Unis attaquent la Russie, qu'est-ce qui va se passer? La Chine va se mettre du côté de la Russie, l'Iran va intervenir aussi, pas directement obligatoirement en Russie, mais du côté du Proche-Orient, Hmm. et la Corée du Nord va attaquer la Corée du Sud. Ouais. Donc on Alors va avoir une justement, guerre mondiale. en Europe, en tout cas le président Macron, par exemple, pour parler, pour le citer, tient finalement un discours inverse en disant attention, si on cède trop à la Russie est le véritable danger. Il évoque donc cette menace russe. Est-ce que vous partagez ce sentiment pour la France, en tout cas? Non, non, pas du tout. Je dirais que, à mon avis, ce que fait Macron est une opération de politique intérieure ou de politique européenne. Dans 2 ans, Macron ne sera plus président de la France et il espère passer à la tête de l'Europe. Et puis, il veut qu'on oublie son bilan intérieur français. Son bilan intérieur français est un bilan absolument désastreux. Et donc, mobiliser la population autour d'une idée que la France va être confrontée à la guerre et passer en économie de guerre, peut-être, c'est une expression qui a été employée par le ministre de l'économie, c'est quelque chose qui peut permettre à la population d'oublier qu'elle doit serrer la ceinture, qu'elle a une multitude de problèmes. Donc à mon avis, c'est une opération de diversion intérieure. La Russie ne menace pas les pays européens pour une raison très simple, c'est que les pays européens sont membres de l'OTAN. Et jamais une seule fois, j'insiste sur ce point, Donald Trump n'a dit qu'il renonçait à être membre de l'OTAN. Donald Trump n'a pas arrêté de dire l'article 5, je le respecte, si les pays européens dépensent davantage pour leur défense. Et donc, il a obtenu cela. Les pays européens disent qu'ils vont dépenser davantage pour leur défense. Mais ils le disent en disant on va se rendre autonome, donc on va se découpler d'avec les États-Unis, ce qui est une position complètement absurde. Trump n'a jamais
demander cela, et les Européens n'ont pas les moyens de se découpler avec les États-Unis. Ils sont toujours sous le parapluie de la défense américaine. Sans la défense américaine, les pays européens n'ont pas d'armée susceptible de les défendre. C'est un point qu'on laisse complètement de côté. Et d'une même façon, quand Donald Trump parle de la résolution du conflit en Ukraine, il veut obtenir un cessez-le-feu. Il a obtenu un accord de cessez-le-feu de la part de l'Ukraine. Il va en obtenir un de la part de la Russie. Je pense que la Russie va demander davantage. Il dira un mois de cessez-le-feu, ça ne suffit pas. On veut un cessez-le-feu tout court. Et quand Donald Trump a dit je veux exploiter les terres rares en Ukraine, il y a tout de suite des gens imprégnés d'idées marxistes qui vont dire ah, il veut faire du profit, il veut gagner de l'argent sur le dos de l'Ukraine. Non, pas du tout. C'est au contraire un projet remarquablement intelligent. Donald Trump veut investir dans les terres rares, ce qui va rapporter aux États-Unis, ce qui va leur fournir des moyens de combler leur déficit en terres rares. Ça va rapporter de l'argent aux États-Unis, ça va rapporter de l'argent à l'Ukraine. Le projet prévoit que les profits seront divisés à 50% du côté des États-Unis, à 50% du côté de l'Ukraine. Et pour exploiter les terres rares, il faudra d'énormes investissements en Ukraine et il faudra reconstruire les infrastructures ukrainiennes parce que si vous exploitez cela, vous avez besoin de centrales électriques, vous avez besoin de voies de chemin de fer, vous avez besoin de routes en bon état. Donc c'est un projet qui permet de reconstruire très largement l'Ukraine et l'Ukraine a besoin de cela et c'est un moyen aussi de protéger l'Ukraine et de lui accorder une sécurité parce que le fait qu'il y ait des Américains en Ukraine, c'est quelque chose qui va mettre en garde la Russie. La Russie n'attaquera pas l'Ukraine en risquant de tuer des Américains. Et donc, Il n'empêche quand même que dans cette manière de faire, on dénonce beaucoup l'idée que c'est une façon peut-être un peu mafieuse, mais en même temps de chef d'entreprise qui pose des ultimatums et puis qui tape du poing sur la table et qui dit c'est ça ou rien, ou sinon, et qui fait céder finalement sous le poids de la force. bah, je dirais que Donald Trump a toujours raisonné en termes de rapport de force. Et quand il était dans le bureau de Donald Trump, Zelensky s'est fait dire par Donald Trump, vous n'avez pas les cartes en main. Et c'est une réalité, il n'a pas les cartes en main. Il est dans un pays qui dépend complètement des États-Unis. Et les États-Unis lui proposent quelque chose d'extrêmement généreux, parce que l'exploitation des terres rares, comme je viens de le dire, ça implique la reconstruction des infrastructures ukrainiennes, ça implique la possibilité pour l'Ukraine de gagner beaucoup d'argent et ça donne à l'Ukraine la possibilité de vivre en sécurité. Donc je me demande ce que Zelensky peut espérer de plus. S'il espère reconquérir le Donbass et la Crimée, c'est complètement utopique et si on lui fait croire cela et qu'il le croit, eh bien il devrait réfléchir un petit peu davantage et regarder la situation telle qu'elle est. Alors, un tout dernier mot, parce qu'on s'intéresse donc dans les dimensions historiques aussi à ce qu'est Trump, le phénomène Trump. On dit que c'est un phénomène complètement nouveau. Or, vous pensez qu'on peut faire une référence historique avec Ronald Reagan. Est-ce que vous pouvez nous dire pour terminer de quelle façon? Oui, tout à fait. Ben, je dirais que les slogans de campagne de Trump sont des slogans qui sont empruntés à Ronald Reagan. Make America Great Again, c'était un slogan de Ronald Reagan. Et je dirais que Peace through Strength, qu'on peut traduire par paix par la force ou pas par la puissance, je préfère paix par la puissance, c'est des éléments qui viennent très directement de Ronald Reagan. Et on oublie que Ronald Reagan a gagné la guerre froide. D'ailleurs, on ne le dit pas très souvent en France. J'ai traduit les écrits personnels de Ronald Reagan pour que les gens voient ce qu'il pensait. Et donc, le livre est toujours disponible. Bon, euh, et, Voilà, on va le mettre également alors sur notre bibliothèque. oui, oui. Donc, Ronald Reagan a gagné la guerre froide sans guerre, sans pratiquer la guerre contre la Russie. Et je dirais que le but de Donald Trump, c'est de rétablir un monde plus sûr pour la liberté et la démocratie, sans guerre ou avec un minimum d'intervention militaire. Donald Trump est contre la guerre et contre les interventions militaires. Il pense qu'il peut y parvenir d'autres façons, et c'est ce qu'il essaie de faire au Proche-Orient, c'est ce qu'il essaye de faire en Ukraine, et je pense qu'il y parviendra. Une chose que l'on a tendance à oublier dans le contexte, ou à ne pas voir dans le contexte français, c'est l'opiniâtreté de Donald Trump. Comme je le disais en commençant, on n'arrête pas de dire qu'il est imprévisible, il est très prévisible. Il s'est fixé des objectifs, et il s'y tiendra, il fera tout
pour les atteindre. Au début de la première présidence Trump, personne ne pensait qu'il pourrait y avoir à la fin de la présidence Trump les accords d'Abraham, et les accords d'Abraham ont vu le jour. Il a fallu 4 ans pour que ce soit le cas, mais ils ont vu le jour, et ça a été la plus grande avancée vers la paix pour Israël en 7 décennies. Et ils vont reprendre peut-être maintenant aussi, Ah dans oui, la il veut perspective. reprendre, approfondir et élargir les accords d'Abraham. Il veut qu'Israël puisse vivre en paix et il veut que le Proche-Orient, d'une manière générale, puisse vivre en paix, ce qui implique un changement de régime ou un changement dans le régime en Iran et ce qui implique un changement d'attitude générale dans le monde arabe. Merci beaucoup Guy Mélière pour toutes ces explications, très informées comme on le voit, et vous connaissez les choses donc de l'intérieur, je le répète, ça va sans doute faire beaucoup réagir ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, de manière argumentée, on va dire, si c'est possible, pour le débat qui va suivre donc la mise en ligne de cet entretien. Merci infiniment en tout cas de nous avoir confié à nouveau vos pensées, vos impressions et aussi vos connaissances sur l'ensemble de cette situation israélienne et mondiale du point de vue américain. Merci encore. Merci à tous pour Merci votre à tous. attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.